Editorial y Librería Herder presenta Problematizando con Claude Calam, con el tema Música, Erómenos y Erastés, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de Editorial Herder. Claude Calam es antropólogo y helenista. Ha sido profesor en las universidades de Urbino, Lausanne, Yale y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En su obra de filología clásica, Claude Calam tiende a incorporar elementos de antropología y semiótica. Algunas de sus publicaciones son Eros en la Grecia arcaica, Mitos e historia en la antigüedad griega, Máscaras de autoridad, ficción y pragmática en la poética griega, y ¿Qué es la mitología griega? La historia de la Grecia antigua se compone de tres épocas: la época arcaica, la época clásica y la época helenista. La poesía mélica está ubicada en la época griega arcaica, en el siglo VII a.C., en el que la relación de asimetría en la relación amorosa ya estaba perfilada, y es lo que de manera directa trabaja Lacan en su no relación sexual, aunque no con una referencia a la poesía mélica, pero sí a Sócrates a través de Platón. Claude Calam sitúa una asimetría en el vínculo amoroso del erómenos y del erastés, es decir, del amado y del amante, que ya era conocido desde ese siglo, notablemente en los testimonios que dejaron en la poesía mélica, poesía cantada, acompañada de una lira o de una flauta. Ese conocimiento se difuminó con Platón y después de él para construir una versión simétrica del amor. Es decir, pasó a ser otra cosa. La repercusión de la asimetría es la no reciprocidad, la no complementariedad y la no completud. ¿De qué está hecha esta asimetría? Es lo que problematizaremos hoy con Claude Calam. Fue todo esto trabajado por Claude y por Jean Alouche, y retomo parte de lo planteado por ambos para ubicar la problemática. Asimetría significa de dos lados diferentes, no similares, no simétricos, como por ejemplo se dice de las alas de las mariposas, que son simétricas. Se habla de asimetría en óptica, en economía, en física. También se habla de asimetría de los hemisferios cerebrales, la asimetría derecha-izquierda, la asimetría facial. En física cuántica se habla de dos lados simétricos que se atacan, materia-antimateria. Pero lo que permite la sobrevivencia parece ser la asimetría. Solemos pensar que si hay una diferencia, se establece una comparación, y si hay una comparación, una competencia. Y esto es abordar el problema desde una parte muy visible, muy aparente. Y también lleva a perderse en lo que realmente importa de esto. La asimetría son dos lados distintos y el interés está en describir esa diferencia. Si uno ve en una cara los ojos, se puede describir el lado derecho, el lado izquierdo, no para establecer qué lado ve mejor, sería reducirlo a un mínimo, a una mínima expresión. Se trata de establecer las diferencias para ver sus implicaciones.
De modo que preguntarse por ejemplo, la superioridad o la inferioridad del Erastés y del Erómenos, o viceversa, es una pregunta que remite a un solo escenario, es decir, que se trata más bien de especificar sus diferencias y establecer las repercusiones de estas, como decía antes, para aproximarnos de más cerca al entramado que está en juego. La asimetría no es una concepción jerárquica de las diferencias. Lejos de permitir al poeta expresar sus sentimientos íntimos, como lo preveía la acepción tradicional de poesía lírica, los poemas griegos pertenecían al género de melos, que presentaba formas enunciativas que implicaban, antes que nada, la dimensión de composiciones destinadas a ejecuciones musicales, cantadas y bailadas. Entendemos por poesía lírica un tipo de poesía personal que toma al propio poeta y sus sentimientos como tema principal. Por lo tanto, a diferencia de la poesía épica, es ante todo una poesía que se podría llamarla subjetiva. La palabra iba acompañada en su canto con un instrumento, como lo dije, con la lira, y aquí principia una nueva forma de exponer no solamente un sentir, sino también un pensar. En la poesía mélica de la época preclásica, las numerosas formas del yo, del inc en unc, remitían de manera autorreferencial a una poética refinada al acto del canto. Quiero sobre todo resaltar esta musicalidad que pone en acto una serie de aspectos que iremos viendo a lo largo de esta problematización. Las manifestaciones poéticas del sentimiento amoroso iban más allá de las relaciones de género. Todo ocurre como si en la combinación de las formas gramaticales y de las acciones verbales, el poeta tuviera el poder de delegar la autoridad de su voz. ¿A quién? Al coro que cantaba y bailaba los versos que había compuesto el poeta, pero también a quien organizaba o a quien dirigía el coro, que en muchas ocasiones puede ser la misma persona. Esta ausencia de identificación autorial permite apreciar el rol que jugaba el arte de las musas. La sociedad griega era una sociedad de amos, por lo que nos sirve de una especie de laboratorio para ver de más cerca en qué consistía el papel del amo y el papel del esclavo. Porque si hay un amo, y si se habla de amo, tiene que forzosamente haber un esclavo, si no sería amo de qué. Y un amo es aquel que ordena y el esclavo es aquel que ejecuta lo ordenado. Sin embargo, no es lo mismo hablar del amo en Hegel que del amo en Grecia arcaica. Esto es importante, sobre todo en cuanto al deseo. En el texto del banquete de Platón, Alcibíades claramente lo que desea es el agalma y no es lo que buscaba el amo en Hegel. La etimología de la agalma es el brillo, es el objeto precioso, oculto, como el tuétano del hueso. Esta cuestión del brillo se verá mucho en la poesía mélica, en las poesías de Safo, de Anacreonte,
de Alkman. La figura del amo puede estudiarse en diversos ámbitos, por ejemplo, en la relación sadomasoquista, en la relación torturado-torturador, gobernado-gobernador, y en muchos otros ámbitos donde las relaciones de poder aparecen disfrazadas, ocultas. En Grecia, estas relaciones estaban puestas a la luz pública, sobre todo en lo que respecta a la relación amorosa, Erastés y Erómenos. El Erastés es el que ama, es el amante, y el Erómenos es el amado. De modo que nos permite abordar no solo lo que respecta al amo, sino su relación con el Erómenos, cuya problemática fundamental en cuanto a la relación reside en la asimetría. Tenemos entonces un buen día al amo flechado por Eros, un flechazo que lo afecta de tal modo que lo hace tambalear y caer en una posición de Erastés, de amante, instante en que pierde ipso facto su posición de amo, queda sometido a Eros, queda sometido a Erómenos y queda sometido a su deseo. Y aquí en su deseo es el deseo del Erómenos, pero también su propio deseo. La condición del Erastés está testimoniada de muchas maneras. Tenemos, por ejemplo, el discurso de Alcibíades a Sócrates, en el que dice, cito, en consecuencia, tal como un esclavo que escapa, lejos de él huyo, y cuando lo veo, me avergüenzo. Fin de la cita. En otro momento, dice Alcibíades, reducido por el personaje, se refiere a Sócrates, a una servidumbre como nunca nadie la padeció de parte de nadie, busco por todos lados una salida. Fin de la cita. Entre muchas otras referencias. El discurso del amo es un discurso de dominio, de sí, del otro y de su destino. Al ser flechado, ya no es dueño ni de sí mismo, ni del otro, y mucho menos de su destino. Y la peor parte es que siente que los dioses se ríen a su costilla. Tenemos entonces a un amo convertido en esclavo, y lo único que tiene en la mente es liberarse. Según los antiguos y primeros testimonios sobre la invención del amor que datan del siglo VII a.C., la poesía mélica nos acerca a la manera como opera este encantamiento, describiendo el efecto de un sonido, que no es solamente un sonido, sino una emoción transmitida por medio del canto, de la flauta. Y cuando escucho yo este encantamiento por medio del sonido, de la voz, por medio del canto, no dejo de remitirme a la lación, a la laré, a la langue. Existe una variedad de emociones, el terror, el deseo, la piedad, etc., que se traducen musicalmente por medio de una alternancia vocal. La poesía mélica es una melodía destinada a incidir en el otro. Los sonidos no imitan las emociones, pero son como íconos de estados afectivos. Expresan el contenido del corazón, que es un
pensamiento intencional destinado a actuar en el pensamiento y en el sentir del otro, con el fin de infligir una tonalidad afectiva del otro hacia uno. Está dirigido a un otro asimétrico, a quien se quiere manipular. Es una depredación que hay que distinguir de una relación de hostilidad hacia el enemigo. Dos enemigos normalmente son siempre iguales, simétricos. La depredación define una asimetría. Se trata de llegar al corazón de la persona a quien se quiere afectar. Una afectación a partir del sonido. Tenemos al poeta, un Erastés por excelencia, un amante, intentando no solo seducir a su Erómenos, sino atormentarlo, para que padezca lo mismo que él. El efecto de la asimetría consiste en que la simple presencia del Erómenos, de su Erómenos, lo atormenta, hecho que el Erómenos desconoce. Además que el Erómenos no le da la respuesta que el Erastés espera, responde de otra manera. Ya veremos esto en la conversación con Claude Calam, la respuesta filia y la respuesta eran. Y el Erastés desconoce, a su vez, que el Erómenos está también atormentado, pero no de la misma manera. Son dos posiciones distintas, asimétricas, destinadas a un desencuentro permanente, y en el que la sumisión está tanto del lado de uno como del otro. Además de que estas dos posiciones se intercambian, como lo veremos. Bonjour Claude, ravi de t'avoir ici pour problématiser sur la poésie mélique. Bonjour Rosemary. Je voudrais commencer par te demander si tu peux nous parler un petit peu sur les caractéristiques principales de la poesía mélique. Buenas tardes, Claude. Encantada de tenerte con nosotros problematizando sobre poesía mélica. Me gustaría que nos dieras, para iniciar, las características de lo que es la poesía mélica. Alors, juste pour illustrer le propos, tout d'abord, je dirais que ce que nous appelons maintenant la poésie mélique grecque, cela recouvre par exemple les poèmes de Sappho, mais aussi les poèmes de Pindare, voire les poèmes d'Ibikos, pour parler des poètes grecs les plus connus. Et le terme qu'on a employé pour ces poèmes, aux formes extrêmement différentes, c'était le concept, qui est un concept romantique d'ailleurs, de poésie lyrique. Mais c'est un concept qui induit en erreur quant à ces formes, quant aux formes grecques, parce que qui dit poésie lyrique dit, c'est la définition qu'en donne Goethe, c'est l'illustration aussi dans certains de ses poèmes qu'en fait Goethe, dit poésie, enfin expression poétique des sentiments et des sentiments les plus intimes par l'auteur lui-même, par le poète lui-même.
Or, de ce point de vue, il est préférable d'adopter une perspective qui est en fait une perspective anthropologique, c'est-à-dire de revenir aux catégories propres, aux catégories indigènes, aux catégories propres à la culture concernée, car la culture grecque doit être envisagée comme culture différente, distante dans le temps naturellement, mais aussi distante dans l'espace. Et le terme ou la catégorie qui est employée pour désigner l'ensemble de ces poèmes, c'est celle de mélos. Et on trouve chez Platon une définition du mélos, c'est dans la République, c'est un passage célèbre de la République. Il ne fait d'ailleurs que suivre ici un musicologue, on peut déjà parler de musicologue, un Athénien du 5e siècle, qui s'inscrit dans l'école des sophistes et qui a réfléchi sur les formes musicales et qui dit donc mélos, dit d'abord voix chantée, ça c'est évident, mais non seulement la voix, cela implique aussi la musique, un accompagnement musicale, une harmonia, et puis surtout ce que nous percevons par le maître, un rythme, et ce rythme correspond à une chorégraphie. Donc qui dit mélos dit voix, chant d'une part, dit également accompagnement musical, musique, et naturellement, ou mélodie si l'on veut, c'est le sens d'ailleurs restreint du terme mélos, et puis naturellement, très important, la danse, parce que la danse implique évidemment une pratique du corps, qui veut dire que chaque poème mélique correspond à ce qu'on appelle désormais une performance, à une performance musicale chantée, et non seulement chantée, mais aussi dansée. À propos du rythme, l'implication du rythme, tu peux dire un petit peu plus sur cela? C'est un rythme précis? Ce sont des rythmes, oui, ce sont des rythmes relativement variés. On peut non pas les opposer parce qu'ils sont complémentaires, mais on peut les comparer au rythme de la poésie épique, la poésie de l'Iliade, la poésie de l'Odyssée. Ces grands poèmes narratifs étaient récités, eux aussi d'ailleurs, sur un accompagnement musical, parfois accompagnés, comme l'Odyssée elle-même l'atteste, de danse, mais ces poèmes étaient récités en hexamètres dactyliques. Et les hexamètres dactyliques se suivent ligne après ligne. Alors que dans la poésie mélique, les différents rythmes, les différents mètres sont organisés en strophes, voire en triades, c'est-à-dire strophe, antistrophe, et ensuite une épode, comme c'est le cas, par exemple, pour les épénicies de Pindare. Et c'est cette organisation en strophe qui implique justement une chorégraphie, et qui dit chorégraphie en Grèce antique dit naturellement aussi rituel, pratique du corps ritualisé. J'insiste beaucoup sur ce point. Le rythme est marqué par la musique ou par la lettre des poèmes? Non, le rythme est marqué par la lettre. Il y a une combinaison extrêmement complexe à saisir pour nous entre l'accentuation, qui n'est pas une accentuation tonique, mais plutôt une accentuation tonale comparable à celle du chinois, et puis cette alternance de syllabes brèves et de syllabes longues qui donne le rythme. Alors on connaît le dactyle, hein, c'est une longue suivie de deux brèves, mais là évidemment dans la poésie mélique, ces séquences, ces alternances, ces séquences de brèves et de longues
suivent des schémas beaucoup plus articulés, beaucoup plus subtils. ¿Podrías, por favor, hablar sobre la situación de la enunciación en la poesía mélica? Pourrais-tu, s'il te plaît, parler sur le manque, sur la situation de l'énonciation dans la poésie mélique? Oui, ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est qui dit poésie mélique, et c'est la raison pour laquelle on a considéré ces poèmes comme appartenant au genre lyrique, selon la définition romantique du lyrisme. Ce qui est frappant ici, non pas du point de vue anthropologique, mais du point de vue linguistique, c'est la récurrence non seulement des formes en je, mais des formes en nous. Et ces formes en je sont souvent assorties de formes verbales qui correspondent en fait à des actes de parole. Par exemple, je chante, ou au pluriel aussi, nous allons danser, ou je fais l'éloge de, etc., etc. Donc, il y a dans cette poésie lyrique, par toute une série de procédures qu'on appelle en linguistique des procédures énonciatives, une référence autoréférentielle à la performance elle-même. Oui. No aprendí muy bien. No hay yo. No hay primera persona del singular. Si j'ai bien compris, j'ai une petite confusion. Il n'y a pas de je. Il n'y a pas de... Non, je me suis mal exprimé. Ce sont des formes au singulier, ce sont des formes en je, enfin ce sont des formes de la première personne au singulier et au pluriel, et des fois au singulier et au pluriel en alternance. Esto cambia un poco mi idea. Justamente lo que yo había entendido es que no había una primera persona del singular. Ça change un petit peu ce que j'avais compris sur la poésie mélique. Je pensais que justement, ça n'avait pas une première personne du singulier. Il n'y avait pas un je. Mais tu es en train de dire que oui, il y a. Au contraire, une forte présence du je, mais un je qui peut se décliner au pluriel, qui se décline en nous, dans la mesure où, du point de vue de la performance, ces formes de poésie mélique sont très souvent des formes chorales. C'est le cas des fameux Parthénées d'Alcman. Ça pouvait être aussi le cas des poèmes de Sappho. De acuerdo, entonces empieza siendo un yo, primera persona del singular, para luego pasar a ser un nosotros del coro. Ça commence par un je et ça finit par un nous du cœur, c'est ça? Je parlerai plutôt d'alternance des formes du je et du nous. D'accord. Et quand tu dis c'est bien je et le moi n'existe pas, c'est pas le moi qui est en jeu. No es el yo, es el yo y no es el moi. C'est-à-dire que ce je au singulier, au pluriel, c'est-à-dire que ce je grammatical, pour nous, au singulier et au pluriel, renvoie naturellement à un moi, n'est-ce pas? De même que là, je reprends à Foucault notamment sa notion de fonction auteur, ce je, quand il est assumé par le poète lui-même, c'est souvent le cas dans les poèmes de Sappho, c'est parfois le cas dans les poèmes d'Anacréon, de manière indirecte, renvoie naturellement à la personne ou au moi de Sappho et au moi d'Anacréon.
Mais ce qui est intéressant, c'est que à travers les formes du pluriel, avec ce jeu poétique, plusieurs chanteuses ou plusieurs chanteurs peuvent s'identifier. Mais comment est escrito? Mais comment c'est écrit dans les poèmes? Je ou moi? Écoute, le problème, c'est que la distinction que permet la langue française entre je et moi n'est pas possible en grec. Ces formes du je, on les saisit par les formes grammaticales de la première personne, voire aussi par la forme ego en grec, qui renvoie aussi bien à ce qui est je pour nous ou à ce qui est moi pour nous. Très, très intéressant. Ça veut dire que même en ce moment, le moi n'existe pas dans la langue grecque. C'est pas quelque chose qui appartient à l'époque de la Grèce arcaique. En este momento sigue sin poderse utilizar el moi, no existe el moi en la lengua griega, no solamente era algo que sucedía en la Grecia arcaica. Ça dépend ce que tu entends par moi. Si dans le sens où tu l'emploies, moi renvoie au self, je dirais qu'il n'y a pas de notion de self à travers, en tout cas, ces formes de poésie mélique dans la Grèce ancienne. C'est juste. Alors, et ça, c'est ce qui est extrêmement intéressant quand on est en contact avec une culture différente comme la culture grecque, qui par ailleurs a aussi passablement et continue encore à influencer notre culture, c'est que le contact, notre recherche, notre tentative de saisir le sens des concepts propres, nous renvoie ensuite à nos propres concepts et à nos propres concepts de manière critique, naturellement, hein, parce que cette absence de la notion de self nous permet aussi d'interroger notre propre notion de self. Et j'insiste beaucoup sur ce double mouvement d'approche de la poésie grecque, en ce qui me concerne, dans une perspective anthropologique et une perspective aussi linguistique, mais en retour, et de manière indispensable, un regard critique sur nos propres concepts. D'accord. ¿Cómo conectas a partir de la cuestión de la enunciación del yo y del moi con la posición Erómenos y Erastés? ¿Cómo es que tu connectes à partir de l'énonciation, de la situation d'énonciation, la position d'Erómenos et d'Erastés? Écoute, pour répondre à la question, j'aimerais lire dans ma propre traduction d'ailleurs deux strophes d'un poème de Sappho, hein, pour illustrer cette relation homoérotique. Je la lis ici rapidement, je l'ai préparée. Mais les vois-tu? Il s'agit de deux jeunes filles dont on vient de décrire la beauté et la lumière. D'un côté, le coursier Énète, de l'autre, la chevelure de ma cousine Hagesicora, fleurie comme de l'or pur, sous visage d'argent. Pourquoi te le décrire clairement, cette Hagesicora? Or, pour leur répondre, le pourpre
dont nous disposons, hein, ici un nous, c'est nous disposons, c'est les choreutes, le groupe choral, le petit groupe choral de 10 jeunes filles probablement qui chantent ce poème. La pourpre dont nous disposons ne suffit pas, ni un bracelet finement ciselé dans l'or massif, ni une mitre de lily, ornement des jeunes filles au regard de violette, ni le cheveu des nanos, ni pas davantage, arrêta, etc., etc. Et pour terminer, les jeunes filles chantent en nous, mais c'est Hakesikora qui me poursuit. Et tu vois, on avait au début de la strophe l'usage grammatical du nous, et puis ici, on passe tout d'un coup à l'usage grammatical du je au singulier, mais c'est toujours ce groupe de jeunes filles qui chantent. Pour revenir à la relation entre Éraste et Romaine, de deux points de vue, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que cette relation entre Éraste et Romaine, elle a été, je ne veux pas dire idéalisée, mais en quelque sorte, elle a été canonisée par Platon, naturellement dans le banquet, mais plus encore dans le Phèdre, hein, notamment par le mythe de l'image de l'attelage. Hein. Et cette relation entre Éraste et Romaine, pour les jeunes gens, elle se tissait au banquet. Elle est attestée dans différentes cités de Grèce dès cette époque archaïque, qui est l'époque de Sappho et des poètes dont nous parlons. Et cette relation entre mais oui, ce que je voulais dire, c'est que les termes d'Éroménos et d'Érastès, on les trouve chez Platon, mais une fois encore, on ne les trouve pas dans la poésie mélique. Hein. Ceci justement pour dire qu'il y a là une espèce de conceptualisation philosophique de la relation entre Éraste et Romaine, mais elle est, je dirais, davantage qu'illustrée, elle est mise en scène. Et non seulement elle est mise en scène, mais elle est réalisée par une série de poèmes, notamment les poèmes d'Anacréon, et d'autres poèmes qui ne sont pas des poèmes méliques d'ailleurs, des poèmes élégiaques, des poèmes qui sont attribués à Théognis. Des poèmes élégiaques qui étaient chantés au banquet et où le jeu poétique, la personne qui chante, en général un adulte, dit le désir qui le saisit quand il voit la beauté du jeune homme. Et cette relation érotique est assortie d'une relation pédagogique, et c'est sur cette relation pédagogique, naturellement, que Platon va travailler, notamment dans le Phèdre. Et alors, ce qui est intéressant, et ce sur quoi j'ai passablement travaillé, c'est qu'on retrouve cette relation érotique entre, disons, entre Éraste et Romaine, cette relation érotique, je répète encore une fois, qui est mise en scène dans le poème, et non seulement qui est mise en scène dans le poème, mais qui est activée par le poème lui-même en tant que performance. Cette relation homoérotique, on la retrouve, à notre grande surprise, dans des poèmes qui sont chantés par des femmes. Naturellement les poèmes de Sappho, mais aussi les poèmes d'Alcman, dont je viens de lire un extrait, en insistant sur le fait que dans les poèmes de Sappho, c'est la personne adulte qui s'adresse à la jeune fille qui suscite le désir, alors que dans les poèmes d'Alcman, ce sont les jeunes filles plus jeunes qui s'adressent à leur corrège, à la jeune femme qui dirige le cœur pour montrer le désir que la beauté de cette jeune fille suscite en elle. En ellas en plural, en elle au pluriel.
On est au pluriel, très bien, oui, oui. Oui. Oui, il faut insister, en effet. Oui, oui. Et ça pose naturellement une question très importante du point de vue de ce que nous appelons le moi de ces choreux, qui apparaît ici comme un moi collectif et qui apparaît comme un moi collectif dans l'expression de ce qui est pour nous les sentiments, enfin un des sentiments les plus intimes. C'est tout à fait paradoxal, mais c'est intéressant de le relever. ¿Cómo te explicas esta identificación? ¿Cómo te expliques-tu l'identification qui se met en place là? L'identification, tu entends des jeunes filles qui chantent en jeu ou qui chantent en nous on va dire leur amour, en tout cas le sentiment d'éros qu'elles éprouvent pour leur corrège. La question, elle est d'autant plus difficile que les mots qu'elles chantent ont été composés par un poète, donc un poète masculin, évidemment, et un poète adulte. Y entonces, ¿cómo se da este pasaje? Cette possibilité, n'est-ce pas, pour ces jeunes filles intégrées dans le chœur, d'assumer les paroles composées par un poète, et on n'a absolument aucun doute à avoir sur la sincérité en fait de leurs sentiments. Elle s'explique de deux manières. D'abord, par la performance chorale, par la performance chantée, par la performance musicale, elles agissent la relation elle-même, elles assument la relation elle-même, notamment à la fois par le chant et par la chorégraphie avec l'accompagnement musical, d'une part, et puis d'autre part, le chant de ces poèmes composés par un poète masculin s'inscrivait dans des rituels. En l'occurrence, en ce qui concerne les Parthénées d'Alcman, probablement dans un culte rendu à Sparte à Hélène. Et Hélène qui était vénérée à la fois comme héroïne protagoniste de la guerre de Troie, mais aussi comme de divinité. Et là aussi, d'un point de vue anthropologique, il est intéressant d'un point de vue anthropologique, il est intéressant par la voie comparative de s'interroger sur la fonction de ces rituels dans le sanctuaire consacré à Hélène à Sparte, et ces rituels avaient certainement une fonction initiatique, n'est-ce pas, et d'initiation de ces jeunes filles par l'intermédiaire de la pratique musicale et de la pratique chorégraphique et de la pratique chantée à leur statut de femmes adultes. De femmes adultes, ensuite, comme pour les hommes, susceptibles de ressentir une forme d'amour pour une fille plus jeune, ce qui est le cas de Sappho.